Bon après-midi à tous. Désolée de l'inconvénient qui est arrivé. On a eu des petits problèmes techniques, donc je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir attendu si patiemment dans la salle d'attente pour commencer notre webinaire d'aujourd'hui. Des petits problèmes techniques, ça arrive toujours, même quand on se prend à l'avance pour essayer d'éviter ça. Donc, je vous remercie vraiment de votre patience. Officiellement, je vous dis bonjour et bienvenue au webinaire. Aujourd'hui, c'est conseils de pratique sur la santé mentale périnatale. Parlons de troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle souvent le TDAH. Donc, avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler que le webinaire va être enregistré et que la vidéo sera disponible sur notre site web CMNRP dans les prochaines semaines à venir. Nous vous invitons à poser vos questions dans la section Q&A durant le webinaire et nous tenterons d'y répondre d'ici la fin. J'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes réunis sur une terre autochtone qui a été habitée par des peuples indigènes depuis le début. En tant que colons, nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir ici et nous remercions toutes les générations de personnes qui ont pris soin de cette terre pendant des milliers d'années. Bien avant aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici, des peuples autochtones ont été les gardiens de ce lieu. Nous reconnaissons en particulier le territoire traditionnel non cédé sur lequel je me situe aujourd'hui. Je suis à Ottawa, donc c'est le peuple algonquin-anishinabeg. Nous apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu et nous reconnaissons également les contributions de tous les peuples autochtones qui ont contribué à façonner et à renforcer nos communautés, en particulier ainsi que notre province et notre pays dans leur ensemble. Donc, je voulais me présenter rapidement. Peut-être certains d'entre vous ont déjà assisté à des webinaires de CMNRP, mais je suis Catherine Gaston, consultante en périnatalité pour le Champlain Maternal Newborn Regional Program. Un nom quand même assez long, donc on fait souvent référence à CMNRP. Donc, notre programme est un programme régional dont l'objectif est d'améliorer les soins périnatals et néonatals dans la région de l'Est de Santé Ontario. Notre programme comprend des partenaires d'hôpital, de groupes de sages-femmes, de santé publique, de centres de santé communautaire, ainsi qu'une maison des naissances et autres aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de collaborer avec Dr. Valérie Giroux pour la traduction du webinaire qui faisait partie de la série Ask Marcy, mais aujourd'hui, on fait Parlons de TDAH. Donc, sans plus tarder, je vous introduis Dr. Valérie Giroux qui est ici avec nous aujourd'hui. Elle est originaire de Québec et possède un doctorat en médecine à l'Université McGill et a complété sa résidence en psychiatrie à l'Université de Laval ainsi qu'un fellowship à l'Université Western en santé mentale maternelle. Elle travaille à l'hôpital Montfort depuis 2016 en tant que psychiatre périnatale et dans les services de troubles de la personnalité limite depuis 2022. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Dr. Giroux aujourd'hui. Merci. Bien, bonjour, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter sur le TDAH. Je vais commencer d'abord par une petite question. Donc, pour savoir qui est avec nous aujourd'hui, c'est quoi votre profession? On va voir apparaître bientôt une liste des professions pour savoir un peu à quelle audience nous avons affaire aujourd'hui. Alors, il y a 19 des médecins, 50 des infirmières, puis on a aussi d'autres professionnels de la santé, ergothérapeutes, diététiciennes, etc. Alors, commençons. Cette présentation-là a reçu un soutien financier d'une fondation qui s'appelle DMARC Foundation, qui est une fondation qui aide pour la santé mentale et également la santé mentale périnatale, mais également le trouble bipolaire. Puis, cette subvention-là est une forme éducative sans restriction. Alors aujourd'hui, voici nos objectifs d'apprentissage. Donc, on va parler de la prévalence, de l'impact que le TDAH a pour les patients durant la période périnatale. On va regarder également les signes qu'on doit reconnaître là, qui vont nous guider que c'est probablement un TDAH, un TDAH qui est non géré. Parce que particulièrement, vous allez voir tout à l'heure que chez la femme, des fois, c'est diagnostiqué un peu plus tard.
On va décrire aussi les principes de base là, au niveau pharmacologique, au niveau de la prise en charge du TDAH durant la période périnatale. Puis enfin, on va répondre à certaines questions, parler de ressources aussi. Alors, encore des petites questions pour vous. Qui est confiant à identifier le TDAH et qui se sent confiant aussi pour soutenir les gens les patientes qui souffrent de TDAH? On va voir apparaître les réponses. Donc, il y a environ 59 qui sont assez confiants, 35 qui ne sont pas du tout confiants. Puis on a aussi à soutenir, environ 59 se sentent assez confiants. Alors, merci. Donc, regardons les critères diagnostiques. Ben, en fait, tout d'abord, ben, le TDAH, c'est quelque chose qu'on a besoin d'avoir les symptômes qui débutent durant l'enfance. Donc, avant l'âge de 12 ans, si quelqu'un nous arrive avec des difficultés attentionnelles qui ont commencé dans la trentaine, ben, il y a probablement d'autres choses qui causent ça, là, que le TDAH. On ne peut pas parler de ce diagnostic-là. Ça nous prend aussi des symptômes qui sont présents pour plus de 6 mois, que ce ne soit pas un autre diagnostic psychiatrique là, qui va expliquer les symptômes de TDAH. Puis il faut vraiment avoir une altération là, de fonctionnement puis une détresse associée aux symptômes. Chez les enfants, on parle de 6 symptômes ou plus, soit d'inattention, de la sphère hyperactivité impulsive ou de la sphère hyperactivité impulsivité. Mais chez les adultes, on parle plus de 5 et plus. Donc, on a différents types. On a le type inattention ou on a le type hyperactivité impulsivité ou un type combiné là, des deux. Quand on parle des symptômes d'inattention, on va les regarder ensemble et aussi sur la forme de qu'est-ce que ça pourrait donner chez une maman, par exemple. Donc, si on commence d'abord, qu'est-ce que ça peut aller concrètement au niveau du travail? Ben, plus des difficultés au niveau de faire des tâches qui demandent un effort mental soutenu, une certaine concentration, puis une tendance à éviter ces tâches-là, avoir de la difficulté à suivre les instructions ou à terminer les tâches à temps, puis avoir de la difficulté aussi à prêter attention aux détails, puis faire des fautes d'étourderie. Au quotidien, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air? Ben, en fait, quelqu'un qui va avoir plus de difficultés, dans le fond, dans les conversations, on a l'impression qu'elle ne nous écoute pas vraiment, ou du moins pas jusqu'au bout. Puis à cause de ça, va avoir de la difficulté à donner suite aux instructions qui peuvent être données. Donc, par exemple, un parent qui va dire de faire quelque chose, puis finalement, c'est pas fait, parce que la personne n'a pas soutenu son attention durant ce moment-là, ou de la difficulté concrètement à organiser les tâches, puis planifier. Puis on s'entend comme parents, on a beaucoup de choses à organiser puis à planifier, puis perd souvent des choses ou oublie des choses. Donc, ça peut avoir un impact là, dans le quotidien comme parent. Au niveau de l'hyperactivité, dans le fond, il y a quelqu'un qui va avoir toujours l'impression qu'il est toujours en train de bouger, se tortiller les mains, quand il va avoir de la misère à rester assis sur sa chaise, va se lever. On a comme l'impression, comme s'il y avait un moteur qui l'a fait bouger ou qui le fait bouger. Au niveau de l'impulsivité, ben, on peut avoir de la difficulté à attendre son tour, à interrompre les gens, de l'impulsivité verbale, là, de parler de façon excessive, puis aussi répondre aux questions, finir les phrases des gens. Donc, puis c'est sûr que, par exemple, si on parle de congé de maternité, d'une période qui est quand même plutôt calme, avec des activités routinières, ben, ça peut être très difficile à ce moment-là, cette agitation intérieure que la maman peut avoir. Donc,
pour le TDAH, ben souvent, ce que les gens vont penser, c'est que c'est des gens qui ont de la difficulté à se concentrer, vont pas aimer trop les tâches l'école, les tâches qui vont demander un effort mental soutenu, la lecture. C'est des gens qui vont comme bouger beaucoup, tout ça. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. En fait, le TDAH, c'est les gens qui, quand c'est pas traité, ça peut entraîner une certaine anxiété. Parce que si tu es toujours en train d'avoir de la difficulté à te rappeler de faire des choses, tu es facilement distrait, ben, tu vas développer une certaine hypervigilance, une certaine anxiété pour te rappeler des différentes choses, peut-être des petites tendances obsessionnelles aussi pour te rappeler des choses. Donc, on voit souvent à l'âge adulte un trouble d'anxiété généralisé qui est présent. Une tendance aussi à fixer sur une hyperfixation sur certaines choses ou l'hyperconcentration à des tâches ou des choses que la personne aime beaucoup faire, mais au contraire, plus un évitement ou une procrastination pour les tâches qu'elle aime moins faire. Au niveau de l'humeur, ben, une humeur qui est beaucoup plus fluctuante aussi. Il y a de la difficulté à maintenir un emploi qui entraîne certaines difficultés financières aussi. Puis de la difficulté aussi au niveau relationnel, dans les relations interpersonnelles plus proches et même avec des gens, des collègues au travail parce qu'ils sont plus impulsifs, des choses qu'ils ne devraient pas dire. Aussi, il peut y avoir au niveau sensoriel, il y a certaines personnes avec un TDAH qui vont avoir des hypersensibilités sensorielles qui va leur apporter une certaine détresse, une certaine anxiété aussi. Ils vont avoir de la misère aussi à avoir une vision un peu du temps, puis d'organiser leur temps pour les différentes tâches qu'ils ont besoin. Puis on s'entend encore comme parents, c'est quelque chose de très utile d'avoir cette vision-là du temps peuvent avoir de la difficulté à se rappeler certains mots aussi. Leur tête va fonctionner sans cesse, puis ça va être, puis même le soir avant de se coucher, donc ça peut être difficile à avoir de l'insomnie. Euh, de difficulté à gérer les émotions. Ils vont avoir de la misère à se rappeler, autant ils vont avoir de la difficulté à se concentrer, puis être distraits facilement par rapport aux gens qui sont autour d'eux. Ils peuvent avoir aussi de la difficulté avec leurs propres pensées à garder cette pensée-là, ce qui va faire qu'ils vont essayer peut-être de reposer des questions sans cesse aux gens ou revenir sur des sujets pour tenter de s'en rappeler. Donc, puis ils peuvent avoir passé d'un intérêt à l'autre aussi. On voit quand même un risque augmenté en période périnatale de dépression qui est présent parce que justement, c'est la période périnatale, c'est s'occuper d'un enfant, c'est une nouvelle responsabilité. Qui implique aussi une augmentation des tâches d'organisation, de planification, de coordonner le travail-famille. Déjà pour eux autres, au quotidien, pour eux-mêmes, c'est difficile. Donc, si on ajoute une autre personne et plus de tâches aussi, et avec une difficulté d'organisation, ben, ça peut amener une certaine fatigue mentale et physique et un risque de dépression. D'autant plus aussi, si on va sur la partie orange de la slide, ben, par exemple, le congé de maternité, c'est une période qui est un peu moins structurée durant le travail. Les gens, ben, il y a une certaine routine, il faut se lever le matin à telle heure. Ça, ben, dans le congé de maternité, il y a moins de routine. Puis ça peut être plus difficile pour eux autres de s'organiser, de structurer en raison de ça. Enfin, ben, la difficulté à garder certaines relations, entre autres à cause de leurs émotions qui peuvent être un peu plus intenses, aussi des oublis qu'ils peuvent avoir, mais aussi, par exemple, s'il y a un type combiné de l'impulsivité, de dire des choses sans vraiment y penser. Donc, beaucoup d'impact, plus qu'on le pense, là, du TDAH.
chez la femme, concrètement, le TDAH, souvent, c'est diagnostiqué plus tard. Surtout les gens qui, peut-être aujourd'hui, ça va être différent, là, les jeunes enfants, quand dans 20 ans, peut-être que ça va être diagnostiqué pareil autant chez les enfants, les femmes que les enfants, les femmes que les hommes. Mais si on compare à quelques générations avant, ou même quelques décennies avant, c'est diagnostiqué beaucoup plus tard. Parce que la présentation est un peu différente. Chez les enfants, on parle d'une prévalence de 7 à 10 Chez les adultes, c'est une prévalence de 2,5 à 5 euh, il y a plus de risques que le TDAH persiste chez les femmes que chez les hommes. Une chose à savoir, c'est que quand on a un parent qui a un TDAH, il y a un risque de 50 d'avoir un enfant là, qui a un TDAH. Et pour un enfant qui a un TDAH, il y a 25 de risque qu'il y ait un parent qui a un TDAH. La présentation, pourquoi c'est diagnostiqué un peu plus tard? Ben, chez les petits gars, souvent, ça se présente avec l'hyperactivité puis de l'impulsivité qui peuvent être perturbants, dans le fond, dans une salle de classe ou un peu plus d'agressivité aussi. Tandis que chez les filles, le type inattention est beaucoup plus présent, puis ils vont demeurer calmes, mais ils vont être dans la lune, puis ils seront pas perturbatrices, mais moins attentives, puis ils vont avoir plus de difficultés à faire leurs travaux scolaires. Mais il y a une implication de ne pas diagnostiquer le TDAH parce que ça peut avoir un impact au niveau de l'estime de soi. Ça peut avoir un impact aussi au niveau du succès scolaire, puis après ça, de la poursuite des études postsecondaires, puis même juste au niveau de la santé mentale, de la confiance en soi, de la résilience comme telle qui peut amener un plus grand risque après ça d'avoir de la dépression. Dans les sous-types, comme je vous avais dit auparavant, ben, il y a plus le type inattention qui est présent. Puis l'hyperactivité, impulsivité a tendance à être un peu moins intense là, que chez les hommes. Quel est le lien avec les stades reproducteurs? Ben, juste durant la grossesse, le cerveau de la femme va se réorganiser. Il y a une partie du cerveau là, qui va comme devenir plus petite pour augmenter une autre partie du cerveau qui s'occupe de l'attachement, bâtir ses relations d'attachement avec l'enfant. Ce qui veut dire que juste de base, là, une maman qui est enceinte jusqu'à 2 ans postpartum va avoir de base des difficultés de concentration, de mémoire, puis progressivement, ça va s'améliorer quand l'enfant va arriver autour de 2 ans. Mais là, si on rajoute quelqu'un là, qui a ce TDAH-là, ben, l'impact au niveau fonctionnel va être plus grand. L'impression, dans le fond, de un peu un brain fog aussi qui peut se présenter pour chez certaines femmes en prémenstruel, plus présent chez les femmes avec TDAH. Puis il y a même une étude récemment qui parlait que ajuster la dose en prémenstruel pouvait, chez les femmes qui ont plus de symptômes en prémenstruel de TDAH, ça peut faire un gros impact pour améliorer les symptômes. En périménopause aussi, les femmes qui n'ont pas été diagnostiquées, ben, c'est sûr que les symptômes vont être encore plus présents, ou même les femmes qui ont déjà eu un diagnostic, il va peut-être y avoir besoin d'un ajustement de médication parce que l'estrogène va aider au niveau de la cognition. Puis là, avec la périménopause, c'est un peu moins présent. C'est un peu le même principe pourquoi qu'en prémenstruel, dans le fond, il y a plus ces symptômes-là cognitifs qui sont présents. Puis, il va avoir, justement, quand c'est pas diagnostiqué, ben, des difficultés fonctionnelles, des difficultés au niveau du travail, des difficultés à la maison, dans le fond, de juste être capable de jongler travail, famille, d'organiser toutes les activités, puis une maison totalement désorganisée aussi, et des conflits avec le conjoint qui dit, ben, pourquoi, ou la conjointe qui dit, ben, pourquoi t'as pas fait telle tâche? Parce que il y a toute cette difficulté d'organisation puis de planification. Aussi, plus de chances d'avoir des symptômes psychiatriques sévères au niveau de l'anxiété, de la dépression, puis plus de chances aussi d'avoir des admissions en psychiatrie.
À cause de cette tendance impulsive-là, chez ceux qui ont le type en particulier, ou cette difficulté-là à gérer les émotions, ben, il y a un risque plus élevé de consommation d'alcool ou de cannabis. Je suis revenue en arrière, je suis désolée, je vais revenir en avant. Donc, au niveau de la comorbidité, 85 vont avoir des comorbidités soit physiques ou soit mentales, et ou les deux, là, en fait. En général, on voit un risque plus grand d'avoir un type TSPT, donc un PTSD, en traduction en anglais, puis aussi un risque plus grand d'avoir un traumatisme crânien, entre autres parce qu'il y en a le type le plus impulsif va prendre des risques plus importants, des sports dangereux, etc., ou juste parce qu'ils sont un peu plus maladroits. Ben, c'est sûr que le traumatisme crânien donne déjà des difficultés de concentration, un brain fog, donc ça va juste amplifier les symptômes de TDAH. Aussi, d'autres symptômes comme l'apnée du sommeil. Puis on sait que si on dort pas bien, ben encore plus d'impact. Puis des symptômes de TDAH, des syndromes de jambes sans repos aussi, des douleurs chroniques, des symptômes qu'on voit souvent, comorbides chez les enfants, là, et même adultes finalement, avec le TDAH, ben, en fait, les troubles d'apprentissage, les troubles du spectre de l'autisme aussi, TOC et TIC. Au niveau plus intériorisé, au niveau des que vit à l'intérieur, ben, certaines personnes vont, parce que, en fait, avoir le TDAH, ça fait en sorte qu'ils vont avoir plus de difficultés au niveau scolaire ou les parents, ils vont plus de difficultés au niveau de leur comportement, soit à la maison ou à l'école. Puis, leurs difficultés, s'ils ne sont pas reconnus, ben, ils vont augmenter le risque d'avoir des expériences d'invalidation où les gens ne comprendront pas comment ils vont être, puis ils vont vivre des émotions difficiles en lien avec ça. Puis ça va contribuer au développement de traits de personnalité ou de troubles de personnalité limite. Ensuite, comme j'avais expliqué un peu plus tôt, il y a à cause qu'ils ont des difficultés de concentration, ben ça peut mener pour s'adapter à avoir de l'anxiété, développer une anxiété généralisée. C'est un diagnostic qui est très comorbide là, chez les femmes en particulier. La dépression majeure, plus importante chez les femmes qui ont un TDAH non traité. Puis ça peut être une raison durant la grossesse puis en postpartum, ça peut être une raison pourquoi, par exemple, on va garder la médication pour le TDAH durant la grossesse. Ensuite, un trouble bipolaire, les troubles alimentaires aussi. Puis, chez les symptômes plus extériorisés qu'on voit chez les enfants, le trouble d'opposition avec provocation, les troubles chez les adultes, les traits de personnalité antisociale, les troubles de conduite, puis aussi les troubles d'utilisation de substances qui sont plus à risque de. Donc, comment on pose un diagnostic de TDAH? Ben, entre autres, ben, on parlait plutôt que ça prend des symptômes avant l'âge de 12 ans. Donc, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que, comment ça allait à l'école durant la scolarité, le primaire, le secondaire, est-ce qu'il y avait des difficultés, un apprentissage plus lent, un programme d'enseignement particulier que la personne avait, puis y avait-il des stratégies là, qui étaient utilisées soit dans le passé pour aider à l'apprentissage ou maintenant pour être capable de travailler dans des tâches un peu plus cognitives. On veut savoir aussi c'est quoi les antécédents familiaux. Comme dit auparavant, ben, il y a un risque quand même plus grand d'avoir un TDAH quand il y a un des parents qui l'a. On veut savoir aussi au niveau attachement, là, comment c'était dans la relation avec les parents. Parce que aussi, dans le fond, des difficultés d'attachement, un trouble d'attachement peut donner des symptômes qui, en présentation, peut ressembler à un TDAH, mais qui ne répondront pas à la médication. Donc, c'est vraiment quelque chose à évaluer. Ensuite, on veut voir est-ce qu'il y a eu des traumatismes, des symptômes de PTSD qui peut aussi causer des symptômes au niveau de la cognition,
qui vont, puis de la commission, puis ça serait plus avec le traitement du PTSD que les symptômes d'inattention, tout ça vont s'améliorer que nécessairement avec le traitement du TDAH qui, les médicaments augmenteraient l'anxiété, les symptômes de PTSD. Puis le traumatisme, il y a eu des traumatismes crâniens aussi dans le passé. Est-ce qu'il y a eu de l'exposition durant la grossesse là, de drogue, d'alcool, etc., de stress sévère chez la maman? Puis, au niveau des étapes de développement, est-ce qu'il y avait des retards, plus de difficultés à certains niveaux, au niveau des milestones? Comment ça a été au niveau des relations avec les amis? Souvent, les gens avec un TDAH vont nous décrire une certaine difficulté à se faire des amis ou parce que il avait tendance à dire plein de choses ou à parler beaucoup, puis ou à dire des choses sans avoir de la difficulté à se retenir, très impulsif. Puis les gens ils trouvaient qu'il était énervant, les autres enfants, puis ça avait un impact sur leur socialisation ou au contraire, tu sais, il y avait plus de tendance ou il y avait plus de tendance à avoir des conflits avec les autres enfants pour toutes sortes de raisons. Ensuite, on veut aussi, il y a des échelles qui sont utilisées, qu'on va voir à la slide après. Puis, il y en a juste une échelle qui va avoir des normes spécifiques pour les femmes. Mais l'échelle qui est souvent très utilisée, c'est le ASRS. Puis ensuite, on veut regarder aussi, étant donné qu'il y a des comorbidités, 85%, il y a des comorbidités soit physiques ou psychiatriques. Ben, si on regarde au niveau psychiatrique, on veut l'évaluer. Est-ce qu'il y en a qui est présent? Parce que si on traite juste le TDAH, ben, on oublie une partie comme de la présentation clinique. Fait que, par exemple, parce qu'il y a une dépression. Il y a une dépression là, non traitée peut donner des symptômes qui vont amener des difficultés de concentration ou de mémoire. Donc, ça peut, c'est quelque chose, puis pas le traiter, même qu'il y ait un TDAH ou pas, ben ça va avoir un impact sur est-ce que la personne va finir être capable d'avoir plus ces symptômes-là, finalement. Aussi d'autres symptômes comme le trouble, les troubles d'anxiété généralisée, est-ce qu'il y a un trouble alimentaire, la toxicomanie aussi, qui peut affecter encore là les fonctions cognitives. On veut des évaluations au niveau neuropsychologique. Ça peut être très utile quand on suspecte que la personne avait aussi soit un retard intellectuel léger ou une intelligence limite ou des troubles d'apprentissage ou même une douance. Parce que la douance peut donner des symptômes très similaires au TDAH, mais le traitement ne sera pas le même. On veut aussi évaluer les risques inhérents à la parentalité. Si on parle par exemple, si on a un TDAH avec un type mixte, ben, qu'on voit beaucoup d'impulsivité, ben, ça se peut qu'il y ait des comportements à risque au niveau de la conduite automobile, au niveau où les risques sont pris avec les enfants au niveau de la parentalité, les comportements vers les enfants. Puis aussi, évidemment, là, le risque suicidaire. Dans les échelles d'évaluation, il y a différentes échelles qui sont utilisées. Il y a une seule échelle qui va avoir des normes plus spécifiques aux femmes, qui est l'échelle de Conners. Elle est quand même plus longue, cette échelle-là. Là, elle est de 64 items versus l'échelle de ASRS, qui est le plus souvent utilisé là, pour nous autres, les psychiatres, là, c'est l'échelle qu'on nous recommande là, pour nos examens. Puis, elle est un peu plus courte aussi. Puis, au niveau, si on regarde plus du thème de santé mentale périnatale, quand on a quelqu'un avec un TDAH non traité qui n'a jamais été traité, mais qui a une suspicion, bien, ça peut valoir la peine de consulter un spécialiste en santé mentale
périnatale pour justement évaluer est-ce que c'est un TDAH ou c'est autre chose. Pour ce qui est des ressources par rapport au TDAH, on va parler tout à l'heure comme de la médication, mais il y a d'autres ressources que ça. C'est d'abord juste comme de la psychoéducation, savoir c'est quoi le TDAH, que c'est un trouble qui est neurobiologique, dans le fond, c'est pas de la paresse, c'est juste c'est finalement la façon que le cerveau fonctionne. Puis il y a aussi des thérapies là, qui sont disponibles, entre autres un site qui s'appelle Group Therapy Works, qui est malheureusement juste en anglais là, au niveau des thérapies. C'est couvert par OIP, qui offre de la thérapie de groupe pour les parents qui ont un TDAH et une dépression, le type de thérapie interpersonnelle. Puis il y a aussi, dans le fond, la thérapie des habiletés de TCC, cognitivo-comportementale pour les parents avec TDAH. En fait, il faut qu'il soit référé là, par un médecin. Ensuite, pour l'évaluation comme telle du TDAH, ben, ça peut être fait par un organisme qui s'appelle Beta Bria, là, qui, par contre, c'est en privé. Donc, il y a un certain coût, il y a certains régimes d'assurance qui vont le payer, permet d'avoir une évaluation pour le TDAH. Puis aussi, il y a des ressources là, qui peuvent être disponibles d'ergothérapie. L'ergothérapie peut être super utile pour aider à trouver des trucs au niveau organisationnel, planification, puis également aussi au niveau d'aider à certaines stratégies pour être moins distrait aussi. Il y a des infirmières praticiennes qui peuvent aider au niveau de la gestion des médicaments. Oups, désolée. Ensuite, il y a d'autres ressources via le Postpartum Support International, un groupe de soutien là, qui est disponible. Encore une fois, malheureusement, juste en anglais. Au niveau des interventions psychosociales qui sont très importantes, je parlais de la psychoéducation qui fait toute une différence. Juste le reconnaître, ça peut être très validant là, pour les patientes qui toute leur vie pensaient qu'ils peuvent avoir cette fait dit, par exemple, que c'est de la paresse ou que avoir ça a impacté leur confiance en soi. Donc, au niveau de les interventions psychosociales, ben, on veut focuser sur certains symptômes en particulier qu'on veut traiter. Par exemple, si on focus sur la régulation des émotions, chez quelqu'un qui a des émotions vraiment intenses, puis qui fluctue beaucoup, que ça a un impact au niveau relationnel, puis dans sa vie au quotidien, ben, probablement des traits ou un trouble de personnalité limite, ben, la thérapie dialectique comportementale va être très utile. Il y a aussi, si on veut focuser plus spécifiquement sur l'insomnie, le CBTI ou la TCC qui est focusé sur l'insomnie, c'est en fait la première ligne là, de traitement pour l'insomnie. Si on veut focuser sur travailler sur le symptôme d'estime de soi, encore là, ou la procrastination, la thérapie cognitivo-comportementale peut être utile. Comme discuté plus tôt, l'ergothérapeute va être vraiment utile pour aider au niveau de certaines stratégies de planification, organisation, puis aussi pour la distractibilité. Pour ceux qui ont des plus de difficultés au niveau de l'observance médicamenteuse ou de troubles d'utilisation de substances, mais là, l'entrevue motivationnelle va être utile. Pour la thérapie, il y a la thérapie basée sur la pleine conscience. La pleine conscience, c'est pas de la méditation, c'est vraiment d'être dans le moment présent, que ce soit pour des émotions positives ou pas, je dirais pas positives, confortables ou inconfortables, mais vraiment d'être dans le moment présent, va aider il va être très difficile, mais il va être pour le type de TDAH qui a des difficultés avec l'attention. Va augmenter cette capacité-là attentionnelle avec une pratique
qui va être de façon plus continue, qui va prendre du temps, mais qui va vraiment aider à se concentrer dans le moment présent, à augmenter l'attention, puis aussi peut aider au niveau des stratégies de tolérance à la détresse. Puis, il y a d'autres stratégies, comme par exemple l'exercice, parce que les gens qui ont un TDAH, souvent le mouvement va les aider à se concentrer ou juste avoir la lumière du jour, bien manger, bien dormir. La méthode Pomodoro, c'est en fait une méthode on fait un travail cognitif pendant environ 20 minutes, puis ensuite on prend une pause de 5 minutes, puis on suit ce cycle-là là, pour les pauses vont aider à recharger, puis à maintenir la concentration dans le temps. Au niveau de la psychothérapie, pas la psychothérapie, pardon, la pharmacothérapie, durant la période périnatale, on veut y aller de façon assez simple, c'est-à-dire qu'on veut prendre des médicaments qui vont avoir comme plusieurs indications. Par exemple, si on a une dame qui a un TDAH qu'on suspecte là, qui n'a jamais été diagnostiqué dans l'enfance, puis que là, nous arrive avec des symptômes dépressifs, plus de symptômes d'allure TDAH, mais par exemple, le Wellbutrin pourrait être une bonne option qui va servir à la fois pour les symptômes de TDAH et pour les symptômes de dépression. On va essayer aussi quelque chose qui a déjà fonctionné dans le passé. Donc, on ne peut pas être fancy, là, mais reprendre qu'est-ce qui a déjà fonctionné dans le passé, tout en évaluant les risques et bénéfices là, durant la grossesse. Des fois, les patients vont essayer une médication, la dose de départ, puis ils vont dire, ah, ça marche pas, ça marche pas. Mais avec le médicament pour le TDAH, souvent, tu as besoin de l'augmenter la dose pour vraiment, la première dose qu'on va donner, ça va être juste pour évaluer si la patiente va le tolérer ou pas. Bien souvent, c'est pas suffisant pour vraiment avoir un impact au niveau de la concentration. C'est juste d'informer la patiente ou le patient que c'est ça, qu'on veut juste voir s'il va bien le tolérer pour être capable de augmenter la dose. Puis avec le temps, on va trouver la bonne dose pour aider au niveau de la concentration, l'attention, puis diminuer les symptômes d'hyperactivité puis d'impulsivité. C'est sûr que, dépendamment, les médicaments pour le TDAH peuvent avoir des effets secondaires différents dépendamment du trimestre, puis même en allaitement. On veut pas discuter avec les patientes là, des effets secondaires puis des bénéfices qu'on pense qu'il va avoir, qui est connu qu'il va avoir durant la grossesse puis en postpartum, en allaitement. Puis, on veut aussi c'est, par exemple, une médication pour un TDAH, des psychostimulants peut avoir un impact au niveau de la grossesse ou peut avoir un impact au niveau du développement du fœtus. Ben, on veut que si le conjoint ou la conjointe veut être présent pour cette discussion-là, ben, d'ouvrir la possibilité à ça ou de s'assurer qu'il y a eu une discussion de la patiente avec son partenaire. Si on y va plus spécifiquement au niveau des médicaments. Donc, le méthylphénidate, le Ritalin, Concerta, c'est une vieille molécule qui fonctionne très bien, qui a été, il y a une étude en 2020 qui a été publiée qui disait qu'il y avait un risque légèrement augmenté de malformation cardiaque. D'habitude, le cœur se développe autour de la 20e semaine. Si jamais c'est une des options, si la patiente décide de le continuer durant le premier et deuxième trimestre, c'est de faire un ultrason un peu plus spécifique aussi qui peut aider à voir s'il y a une malformation qui est présente. Puis ou de recommencer la médication un peu plus tard, ça peut être dans des autres options. Il y a aussi, dans le fond, pour autant le méthylphénidate que les autres psychostimulants, un risque augmenté de prématurité, puis aussi de naissance, de bébés qui vont aller au NICU après la naissance. Et puis ensuite, au niveau de l'allaitement, par contre, il y en a peu qui va dans le lait maternel.
donc moins d'1%. Fait que c'est considéré comme relativement sécuritaire aussi. Quelque chose à savoir, c'est que ça peut réduire la prolactine, donc ça peut avoir un impact au niveau de la production laiteuse. Les amphétamines, les sels d'amphétamine, l'Adderall, le Vivance. Donc, au départ, ces médicaments-là ont été étudiés via l'abus des substances, des drogues de rue, donc en plus grande quantité. Puis ce qu'on s'apercevait, c'est que ça avait un impact au niveau de la croissance du fœtus, donc des bébés de plus petits poids de naissance, puis un impact aussi au niveau de son développement de son cerveau. Puis ensuite, ben, on s'est aperçu que quand c'était utilisé dans d'autres études ultérieures, quand c'est utilisé de façon thérapeutique, ben, il peut avoir certains symptômes de sevrage ou de toxicité aux amphétamines, des bébés qui ont été exposés en fin de grossesse, puis au risque augmenté de prématurité, puis d'accouchement, puis de bébés qui vont au NICU. Il y a aussi des études qui montrent qu'il y aurait peut-être des symptômes chez les enfants exposés durant la grossesse ultérieurement, des symptômes de troubles de comportement puis d'attention. Encore là, est-ce que c'est parce qu'on a quand même un risque assez présent de 50% là, un risque de 25% chez l'enfant si l'un des parents avait le TDAH, là. Donc, cette donnée-là peut être explicable aussi comme ça. Il y a quand même une plus grande quantité qui est présente dans le lait maternel, jusqu'à 13%, ce qui fait que c'est moins confortable là, de le prescrire en allaitement. Pour ce qui est de la tamoxatine, les données au niveau animal sont quand même rassurantes, là. Il n'y a pas de risque non plus là, durant la grossesse. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y aurait peut-être un peu plus dans le lait maternel, on n'a pas de données aussi. Souvent, quand on n'a pas de données durant la période périnatale, on préfère éviter, là. On aime avoir un 600 à 700 expositions là, pour avoir une certaine réassurance. Pour ce qui est du guanfacine, ça, c'est une médication qui est aussi utilisée comme antihypertenseur. Les données humaines est assez limitées. Puis il y aurait peut-être certaines anomalies au niveau aucun changement qui au niveau cardiaque là, qui est présent. Puis ce serait pas au niveau de l'allaitement, on n'a pas donné beaucoup aussi. Le bupropion est considéré comme relativement sécuritaire au niveau de la grossesse, puis également en allaitement, des taux qui sont moins de 10%. Puis troisième ligne pour le TDAH et une indication également pour le sevrage tabagique et l'antidépresseur. Donc, la CADRA, c'est un site Internet que je vous recommande, là, qui a des guidelines spécifiques. Puis cette belle image-là pour vous guider par rapport au dosage puis au demi-vie, la durée d'action des médicaments. Maintenant, parlons un petit peu du programme Asthmacie. Le programme Asthmacie, c'est un super service que Jasmine Gandhi, qui est une psychiatre là, à TOH, a créé. Un service là, de réponse téléphonique où il y a quelqu'un qui va répondre à des questions cliniques, mais aussi pour parler des ressources là, qui existent. Par exemple, là, il me donne l'exemple d'une dame là, qui avait des changements de l'humeur, plus dépressif à 14 semaines, avec une échelle de Edinburgh qui était augmentée. Et là, son professionnel de la santé a référé à la clinique périnatale qui a un délai d'attente. Donc, ça a pris longtemps avant qu'elle puisse, en fait, elle n'a pas pu être vue juste en postpartum quand elle a été admise avec des symptômes beaucoup plus importants là, de psychose. Puis, a du besoin d'être hospitalisée, ce qui a fait qu'elle s'était séparée de l'enfant. Donc, peut donner augmentation du risque d'avoir des difficultés au niveau de l'attachement, de bonding avec l'enfant.
Si, par exemple, le médecin ou l'obstétricien qui avait pu appeler Asthmatie, ben, aurait pu avoir des connaissances comment faire le dépistage, évaluer et traiter la dépression légère à modérée. Puis, à ce moment-là, donner les ressources de support, de thérapie et de groupe aux professionnels de la santé et éviter une exacerbation vers la psychose, une hospitalisation, une séparation du bébé. D'autres exemples par rapport à Asthmatie, plus spécifiques au TDAH, on a l'exemple d'une infirmière praticienne qui a appelé durant la grossesse avec une patiente qui avait été diagnostiquée avec TDAH et anxiété, pas traitée pendant 2 ans. Et là, durant la grossesse, une augmentation de l'anxiété avec des attaques de panique. Puis, déjà essayé des médicaments en grossesse, plus ou moins d'amélioration. Puis, ce que Asthmatie avait recommandé à ce moment-là, c'est l'utilisation du Cipralex. En postpartum, il y avait eu un autre appel pour demander de l'aide là, pour la gestion du TDAH. Et là, il avait été suggéré, entre autres, d'augmenter les citalopram, probablement parce qu'il y avait encore de l'anxiété, puis également de penser soit au bupropion ou de regarder d'autres possibilités de médication, d'aider au niveau du sommeil, aussi de certaines stratégies, et également peut-être une suggestion de référence en ergothérapie. Un autre appel aussi d'une patiente enceinte à 10 semaines qui demandait de l'information par rapport aux vivances durant la grossesse. Puis, un autre appel certains appels disant, par exemple, un patient qui va dire, ben, une patiente avec le TDAH, c'est vraiment difficile. J'ai l'impression que c'est comme tout le temps hyper stimulé. J'ai l'impression d'être dans un chaos. Puis, tu sais, ou certaines questions, par exemple, est-ce que, par rapport au risque, peur du risque de dépendance en prenant de la médication ou des fois certaines conceptions des professionnels de la santé que les personnes qui viennent chercher des médicaments pour le TDAH, ben, ils viennent pour demander rechercher med-seeking, comme rechercher de la médication pour plus l'utiliser d'une façon récréative. Alors voilà. Ben, merci beaucoup. Nous allons vous demander maintenant quelques petites questions. Alors, comment cette présentation-là va changer votre pratique, si elle va la changer? Puis est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Parfait. Merci beaucoup, Valérie. Pendant que les gens répondent aux petits questionnaires qui étaient en avant d'eux de leur écran, je voulais juste te remercier par rapport à faire ce webinaire avec nous aujourd'hui. Et merci à la patience des gens. Comme j'avais dit au début, on a eu un petit problème technique, donc c'est pour ça qu'on est peut-être un petit peu plus à la fin de notre webinaire. J'ai quand même vérifié s'il y avait des questions dans notre Q&A, puis malheureusement, il n'y avait pas de questions, ou peut-être heureusement, dans le sens que tout semblait clair, qu'on n'avait pas de questions. Je voulais aussi être respectueuse des gens concernant qui est déjà 1 heure, mais aussi conscientiser qu'on avait commencé un petit peu plus en retard grâce à cause de nos problèmes techniques. Donc, les petites questions, je ne sais pas si tu les vois, Valérie, apparaître les résultats par rapport à... On voulait juste savoir si votre confiance à identifier et à soutenir les patientes avec le TDAH suite à ce webinaire-là avait augmenté un tout petit peu. Au début, on avait beaucoup de gens qui étaient assez confiants, environ dans les 50-60 %. Puis là, on voit d'après les résultats qu'on voit là, de le webinaire aujourd'hui, la majorité d'entre vous est rendue à 91 %. Donc, on voit qu'il y a au moins une petite augmentation dans votre
dans votre confiance de comment identifier et soutenir les patients de TDAH. Sur ce, je voulais juste closer le webinaire en remerciant tout le monde et spécialement Dr. Giroux pour avoir fait un webinaire si explicite à nous aider comment gérer les patientes aussi en périnatalité face au TDAH. Donc, je vous remercie beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Merci.